La Turquie occupe une place unique dans le monde. Ses ambitions doivent donc être élevées. Ce point de vue est partagé par presque tous les Turcs, y compris les décideurs politiques, quel que soit le côté de la barricade politique. Cependant, la stratégie pour réaliser le potentiel qui découle de la situation géographique de la Turquie et des ressources disponibles est différente pour chaque faction. C'est cette vision de l'avenir que les Turcs choisiront dans quelques jours. Les élections mettront-elles fin à 20 ans de règne de Recep Tayyip Erdogan et du parti AKP, qui est Kemal Kılıçdaroğlu, et que signifie pour la communauté internationale un éventuel changement de pouvoir à Ankara? Pourquoi les élections turques sont-elles considérées comme la plus importante de l'année? Dans cet épisode, nous nous penchons sur l'avenir de la Turquie. Bienvenue dans les rapports des années 20. Bien que la campagne électorale ait officiellement commencé il y a un peu plus d'un mois, elle se déroule en quelque sorte sans interruption depuis les dernières élections, qui ont eu lieu en juin 2018. Depuis lors, les Turcs anticipent presque constamment des prochaines élections éclairs, annoncées à maintes reprises dans des fuites de presse provenant des salles politiques d'Ankara. La mauvaise situation de la Turquie a renforcé les attentes. Pour l'illustrer, il suffit de s'intéresser à deux pièces de l'État. Tout d'abord, l'économie. Depuis 2018, son état se définit principalement par deux tendances. Premièrement, la baisse systématique de la valeur de la livre turque. Juste avant les élections de 2018, son taux de change par rapport au dollar américain était de 4,93. Aujourd'hui, il est 4 fois plus élevé, à environ 19,51. L'économie était également malmenée par une inflation galopante, avec une lecture de près de 190% à son apogée en 2022, selon le centre indépendant ENAG. Le deuxième domaine qui méritait d'être examiné de plus près est celui de la politique étrangère. Suite aux actions aventureuses d'Ankara sur la scène internationale, menées de manière particulièrement intensive après le coup d'État de 2016, la Turquie est devenue un État isolé. Elle entretient de mauvaises relations avec ses alliés occidentaux, qu'il s'agisse des États-Unis, qui l'ont sanctionné en 2020 pour avoir acheté le système de défense aérienne et antimissiles S-400 à la Russie, ou de l'Union européenne. Bruxelles l'a menacé de sanctions pour, entre autres, sa politique provocatrice à l'égard de ses membres, la Grèce et Chypre, mais aussi pour le chantage à la migration exercé par la Turquie en février 2020, lorsque ses responsables ont déclaré qu'ils ouvriraient les frontières aux réfugiés afin de forcer l'Union européenne à soutenir leur politique à l'égard de la Syrie. La Turquie a commencé à être traitée comme un corps étranger au sein de l'OTAN. Elle était désignée comme un État qui brisait la cohésion de l'Alliance pour des intérêts politiques internes, dont la manifestation la plus récente a été le blocage de l'adhésion de la Finlande et de la Suède. Erdogan était censé s'en servir pour montrer aux électeurs que c'était lui qui distribuait les cartes, même à un niveau aussi élevé. En conséquence, les discussions inimaginables il y a seulement 10 ans sur l'expulsion de la Turquie de l'OTAN sont devenues monnaie courante. La Turquie était également en conflit avec les États les plus importants du Moyen-Orient, notamment l'Arabie saoudite, qui a lancé un boycott économique informel à son encontre, et les Émirats arabes unis, qui ont cherché à conclure un accord sur les questions de sécurité avec la Grèce, réalisant ainsi le cauchemar des stratèges turcs. De plus en plus, les prouesses de la Turquie en matière de relations internationales devaient être démontrées par ses bonnes relations et ses accords ad hoc avec la Russie, un pays avec lequel a partagé un ordre international multipolaire, vanté comme la meilleure architecture possible pour les relations internationales, et des projets visionnaires tels que l'initiative Asia Anew, qui devait renforcer la position de la Turquie sur le continent asiatique. Pourtant, les fruits de cette initiative se font encore attendre. Mais il serait faux de dire que la Turquie n'a échoué que dans sa politique étrangère et de sécurité. Parmi ses succès, on peut citer avant tout son intervention en Libye, où elle a changé le visage de la guerre civile, sa diplomatie du drone et son soutien à l'Azerbaïdjan dans ce qu'on appelle la deuxième guerre du Haut-Karabagh, ou encore son numéro d'équilibriste entre l'Ukraine et la Russie, qui a abouti au succès du Grain Deal. Le problème pour Erdogan et son parti, cependant, est que si ces triomphes ont rehaussé le prestige de l'État dans ses relations internationales, ils ne se sont pas traduits dans la vie des citoyens turcs. Il n'en va pas de même pour les échecs. Ils ont tous engendré des coûts qui se sont finalement répercutés négativement sur les moyens de subsistance des citoyens. Ces dernières années, il est devenu de plus en plus évident pour les Turcs
que le rêve de Tayyip Erdogan d'accéder au pouvoir et de se pavaner sur la scène internationale a un coût. Dans ces circonstances, deux fléaux supplémentaires qui se sont abattus sur la Turquie se sont avérés encore plus problématiques. Le premier est la pandémie de Covid-19. Bien que les politiciens turcs, conformément à leurs instincts traditionnels, l'aient également perçue comme une opportunité plutôt que comme une menace. Elle s'est manifestée notamment par la corona-diplomatie, par laquelle la Turquie a tenté de gagner la faveur des pays dans le besoin en leur envoyant des masques et d'autres mesures sanitaires. Cependant, les aides économiques relativement faibles ont montré que les finances de l'État n'allaient pas bien. La propagande gouvernementale a convaincu les citoyens que la Turquie serait la nouvelle Chine, dans un monde post-pandémique en raison de l'évolution des chaînes d'approvisionnement mondiales. Plus tard, ces promesses ont évolué pour faire de la Turquie l'Allemagne de l'Est. Bien que certains Turcs aient encore cru en ces visions, la démission de Berat Albayrak, le gendre d'Erdogan, du poste de ministre du Trésor et des Finances en novembre 2020, a indiqué que le réservoir d'optimistes ne cessait de s'amenuiser. Le deuxième fléau a été le tremblement de terre massif qui a frappé la Turquie et la Syrie en février de cette année, tuant plus de 50 000 Turcs et 8 500 Syriens, selon les chiffres officiels. Cette catastrophe naturelle est devenue un énorme problème politique pour Erdogan. Elle ressemble étrangement à la situation de 1999, lorsque la Turquie a été frappée par un tremblement de terre qui a tué presque 18 000 personnes, alors que les personnes au pouvoir étaient préoccupées par des querelles politiques, plutôt que de préparer l'État à la catastrophe à laquelle il est constamment exposé, étant situé dans une région aussi active sur le plan sismique. Ils ont d'ailleurs été critiqués par Erdogan à l'époque. Le tremblement de terre de 2023 et ses effets ont soulevé des questions sur la rationalité des dépenses de l'État. L'ampleur de ces doutes est parfaitement illustrée par le fait qu'en 2022, la Turquie a dépensé davantage pour défendre la valeur de la livre turque que pour adapter l'infrastructure de l'État à la catastrophe naturelle attendue. Dans l'ensemble, selon de nombreux Turcs, la réponse de l'État à la catastrophe a été tardive et léthargique, ce qui a sapé la confiance dans l'argument de base d'Erdogan en faveur d'un système présidentiel. Après tout, celui-ci était censé être le garant du bon fonctionnement de l'État, subordonné à un centre décisionnel fort. Entre-temps, il s'est avéré que le système présidentiel, avec sa volonté inhérente de centraliser tous les processus, s'est traduit négativement dans l'agilité de l'État et sa capacité à répondre à une situation de crise. Tout cela a amené un certain nombre de Turcs à commencer à poser des questions dangereuses du point de vue du président et de son parti politique. Que nous apporte le rêve d'une grande politique étrangère si l'État n'est pas capable de s'occuper de l'essentiel, c'est-à-dire de la santé et de la sécurité de ses propres citoyens? Pourquoi gaspiller des ressources dans des opérations militaires à l'étranger ou des programmes spatiaux si nous sommes incapables d'atténuer les effets négatifs de menaces plus graves et plus coûteuses, plus proches de nous? Comment l'État peut-il prétendre être puissant alors qu'il ne peut faire respecter les règles de construction par les promoteurs et qu'il se vante même souvent publiquement des amnisties qui leur sont accordées? Ce sont ces questions qui ont conditionné la campagne avant les élections législatives et présidentielles de cette année. Lorsque les dirigeants des 6 partis qui forment le noyau de l'opposition turque ont annoncé le 6 mars que Kemal Kılıçdaroğlu serait leur candidat dans la course à la présidence, l'atmosphère au sein de l'état-major était grave. Les visages de tous les dirigeants de l'opposition, Meral Akşener, chef du Parti nationaliste du bien, en tête, donnaient à la présentation de Kılıçdaroğlu l'allure de l'accomplissement d'un devoir désagréable, plutôt que celle d'une démonstration de la confiance des forces politiques ayant les meilleures chances de prendre le pouvoir au cours des 2 dernières décennies. Ce sentiment ne devrait pas surprendre outre mesure. En effet, les sondages réalisés au cours du dernier mois ont constamment montré que Kılıçdaroğlu avait le moins de chances parmi tous les candidats potentiels de l'opposition dans la course contre Erdogan. Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, Ekrem İmamoğlu, le maire d'Istanbul, ou Meral Akşener, avaient tous des codes de popularité qui permettaient de supposer qu'ils sortiraient victorieux d'un affrontement avec Erdogan. Kılıçdaroğlu, quant à lui, a longtemps fait figure de contre-candidat rêvé pour le président turc. Non seulement il n'obtient pas de bons résultats dans les sondages, mais il n'a pas non plus de personnalité charismatique, capable d'électriser les foules. Dans ces conditions, on peut supposer que l'annonce du 6 mars a été accueillie avec un soupir de soulagement au palais présidentiel. Cette hypothèse est d'autant plus sûre que Kemal Kılıçdaroğlu est un rival apprivoisé du président turc. En tant qu'ancien fonctionnaire et, depuis 2010, chef du Parti républicain du peuple,
Il est connu comme un bureaucrate réaliste, mais certainement pas comme un dangereux combattant politique. Lorsqu'il était à la tête du CHP, Kılıçdaroğlu a perdu toutes les élections possibles. C'est une autre raison pour laquelle le président turc l'a longtemps considéré comme un rival inoffensif. Même les élections locales de 2019, au cours desquelles l'opposition a repris Istanbul et Ankara des mains du Parti de la Justice et du Développement, n'y ont rien changé. Il s'agit de moments douloureux pour Erdogan lui-même. Après tout, il a occupé le poste de maire d'Istanbul dans les années 1990. En outre, il existe une forte croyance dans la politique turque, selon laquelle celui qui gagne dans l'ancienne capitale ottomane prend ensuite le contrôle de l'ensemble de la Turquie. Néanmoins, ils n'ont pas gagné le respect politique de Kılıçdaroğlu, qui est resté dans l'ombre et soutenu İmamoğlu et Yavaş. Il y a toutes les raisons pour lesquelles Kılıçdaroğlu a pu apparaître à Erdogan comme un rival idéal. Le manque de charisme du leader de l'opposition et son incapacité à enthousiasmer les électeurs semblaient parfaitement adaptés au plan de campagne du président turc. Ceci incluait des tons frappants, quelque peu familiers, mais rafraîchis. L'AKP et Erdogan ont proclamé l'avènement d'un centenaire turc, le président présentant des projets pour le prouver. Une voiture électrique turque, un char d'assaut turc, un avion de chasse turc ou un navire de guerre surnommé par les Turcs porte-avions léger, présenté par les médias soutenant le gouvernement comme un navire unique d'où décolleraient les joyaux de la couronne de l'industrie de la défense turque, les drones. Une situation idéale pour laquelle Kılıçdaroğlu ne pourra certainement pas trouver de contrepoids, et une raison supplémentaire de pousser un soupir de soulagement dans le palais présidentiel. Alors pourquoi l'opposition a-t-elle décidé d'élire Kılıçdaroğlu? Après avoir entendu cette description, cela peut sembler être une option suicidaire pour l'opposition. Comment se fait-il qu'au vu des sondages, Kılıçdaroğlu soit susceptible de l'emporter contre Erdogan, selon certains dès le premier tour? Les analyses de la candidature de Kılıçdaroğlu ont oublié un atout très important. C'est un homme politique capable de construire des coalitions difficiles. C'est ce qu'a montré la campagne. Peut-être pas très spectaculaire en termes d'image, mais en fin de compte, très importante sur le plan politique. Les efforts déployés pendant une décennie pour transformer le CHP, un parti perçu par certains électeurs conservateurs comme carrément anti-religieux et donc négligible, en un groupe plus ouvert aux opinions traditionnelles. Ceci est également démontré par des tentatives d'unification de l'opposition, menées dans des conditions extrêmement difficiles, notamment en combinant le soutien du parti nationaliste Good Party avec le soutien ad hoc du Parti démocratique du peuple pro-kurde. Le fait que Kılıçdaroğlu préfère être un homme politique qui construit plutôt qu'il ne divise a également commencé à se manifester dans sa campagne présidentielle. Le slogan « Le printemps reviendra », qui comprend une promesse de remettre la Turquie sur les rails, a rapidement été rejoint par des proclamations aux Kurdes et une déclaration historique dans laquelle le chef de l'opposition a admis qu'il était un alévite, un membre d'une minorité religieuse, traité par de nombreux Turcs plus conservateurs comme des renégats ou même des traîtres. Les déclarations de Kılıçdaroğlu visaient à communiquer aux électeurs sa proposition fondamentale. Construire une nouvelle communauté qui tire sa force de sa diversité au lieu de la craindre. En réponse à la politique de polarisation et de division qui a vu Erdogan remporter toutes les élections après 2013, Kılıçdaroğlu a donc proposé la politique de l'amour, qui a apporté le succès à l'opposition lors des élections locales de 2019. Ce faisant, Kılıçdaroğlu a exposé son atout principal, qui consistait à être l'opposé total d'Erdogan. La différence entre Kılıçdaroğlu et Erdogan contient également une réponse partielle à la question de savoir pourquoi divers experts ou médias, y compris Politico ou The Economist, qualifient les élections turques des plus importantes de l'année. Ils pensent en effet que la victoire de l'opposition marquera le retour de la Turquie à la démocratie, ce qui aura des implications plus larges pour le monde. Certains observateurs espèrent que la chute d'Erdogan marquera la fin de la carrière d'autres politiciens populistes, tels que Viktor Orban, et, comme par magie, mettra fin à la phase de polarisation de la politique. Elle renforcerait également le camp démocratique dans sa confrontation avec des puissances autoritaires telles que la Russie et la Chine. Si les histoires de l'impact mondial magique d'une éventuelle démocratisation turque sont plutôt arrangées parmi les contes de fées, le résultat des élections législatives et présidentielles en Turquie aura certainement un impact sur la réalité internationale. Les questions fondamentales font l'objet d'un consensus en Turquie. Il s'agit par exemple de la conviction que la Turquie est un pays au potentiel exceptionnel qui, en raison de sa situation géographique unique,
est prédestiné à jouer un rôle important dans les relations internationales. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet dans notre document décrivant le néo-ottomanisme dans la politique turque. Toutefois, c'est la manière dont le potentiel est utilisé qui différencie les deux camps. Par conséquent, deux visions de la manière de pratiquer la politique étrangère s'affronteront lors des élections actuelles. La victoire d'Erdogan signifiera presque certainement la poursuite de la voie actuelle, qui comprend, entre autres, un désengagement progressif vis-à-vis de l'Occident, un rapprochement avec les États autoritaires, des tentatives de construction d'une position en Asie centrale et en Afrique, ou l'éloge d'un ordre international multipolaire, y compris l'espoir d'une moindre importance des États-Unis dans l'architecture de la sécurité mondiale. La victoire de Kılıçdaroğlu, en revanche, sera l'occasion d'une nouvelle ouverture avec les alliés occidentaux, d'une politique étrangère plus prévisible et moins provocatrice à l'égard des voisins, d'une approche moins idéologique à l'égard des partenaires tels que la Russie et la Chine, ou, comme le dit le slogan bien connu de l'histoire diplomatique turque, d'une politique étrangère moins aventureuse. Cela ne signifie pas que la Turquie de Kılıçdaroğlu sera un partenaire facile, ou, comme les médias occidentaux aiment à le dire, un bon allié. Même après le départ éventuel d'Erdogan, la République de Turquie resterait un État profondément convaincu de sa grande importance et poursuivant fermement ses propres intérêts. Dans le même temps, cependant, elle serait plus susceptible d'abandonner la diplomatie du mégaphone, idolâtrée par le président turc, ouverte à l'utilisation de méthodes diplomatiques traditionnelles et aux arguments de ses alliés. D'ores et déjà, un montant aussi modeste pourrait permettre aux partenaires occidentaux de la Turquie de renouer des relations avec ce pays. Toutefois, cette fenêtre d'opportunité pourrait s'avérer extrêmement courte. L'opposition turque précise que son approche vis-à-vis de ses alliés ne sera pas soumise. Elle a indiqué qu'elle souhaitait reprendre les négociations d'adhésion avec l'Union européenne, dont les partenaires européens de la Turquie ont quelque peu accepté la mort informelle. Elle attendra également davantage d'aide pour résoudre le problème des migrations au-delà de l'accord dérogatoire sur les migrations. Si l'on considère l'avenir des relations de la Turquie avec ses alliés occidentaux sous cet angle, on constate qu'il dépend de facteurs familiers. D'une part, les attentes de la Turquie et sa volonté de les vérifier par des négociations, et d'autre part, la volonté des partenaires occidentaux de comprendre le point de vue turc et de formuler une offre de coopération mutuellement bénéfique. Comment les prochaines élections pourraient-elles se terminer? Et quelle direction la Turquie prendra-t-elle après les élections? Le scénario le plus probable est un rattrapage électoral entre Erdogan et Kılıçdaroğlu. Si ce scénario se concrétise, les 2 semaines d'entre-deux tours seront très tendues et Erdogan utilisera toutes les ressources pour garantir sa victoire. Néanmoins, sa situation pourrait être particulièrement difficile si l'opposition remporte les élections législatives. Cela pourrait inciter les Turcs à croire qu'une victoire de Kılıçdaroğlu au second tour est possible. Les votes des Kurdes et de la génération Z seront particulièrement importants. La victoire directe d'Erdogan au premier tour est moins probable. Mais il existe un risque que les sondages le sous-estiment et que les électeurs soient convaincus de son inévitable victoire. Erdogan pourrait être aidé par la difficulté des électeurs à voter dans les zones touchées par le tremblement de terre. Il était encore plus difficile d'imaginer une situation dans laquelle Kılıçdaroğlu l'emporterait dès le premier tour. Mais le retrait de dernière minute du politicien du CHP, Muharrem İnce, de la course à la présidence rend cette possibilité plus probable qu'auparavant. Il est difficile d'évaluer la probabilité de ces scénarios en raison des problèmes liés à l'objectivité des sondages turcs et à l'intégrité des élections. Par exemple, la transparence est une grande préoccupation lorsque les sondeurs ne divulguent pas la méthodologie de leurs enquêtes et, en outre, sont très souvent impliqués dans la lutte politique. En outre, il a longtemps été difficile de parler des élections turques comme de celles où les candidats sont sur un pied d'égalité, notamment en raison de l'énorme avantage que le centre du pouvoir a dans l'accès aux médias subordonnés ou en relation avec les ressources financières auxquelles il a accès. Les doutes concernant l'intégrité du processus électoral lui-même sont liés aux événements survenus lors du référendum constitutionnel de 2017 et des élections législatives et présidentielles de 2018. En 2017, le Conseil suprême électoral a déclaré valides, après la fermeture des bureaux de vote, des bulletins de vote qui n'avaient pas tamponné au préalable. Normalement, ils auraient dû être déclarés nuls. Cela a été expliqué plus tard comme un respect de la démocratie et des électeurs, mais a suscité une énorme controverse, car, selon l'opposition, le nombre de ces bulletins non tamponnés dépassait la différence entre les votes oui et non lors du référendum constitutionnel en jeu pour accepter ou rejeter le système présidentiel.
En 2018, les doutes des observateurs ont été particulièrement soulevés par le vote dans le sud-est de la Turquie et, comme il s'est avéré, le bon résultat inattendu du partenaire nationaliste de la coalition de l'AKP. Par conséquent, certains commentateurs affirment qu'il ne sert à rien de s'enthousiasmer pour les élections de mai, car le résultat est de toute façon prédéterminé. D'autres commentateurs affirment que céder le pouvoir à l'opposition serait moins risqué pour Erdogan qu'une rébellion politique. Erdogan se rend compte que, premièrement, l'opposition ne choisira pas de le traduire en justice. Deuxièmement, les divergences au sein de l'opposition pourraient entraîner l'effondrement rapide de son régime. Et troisièmement, Erdogan sera toujours le leader du plus grand parti d'opposition et espérera un retour rapide au pouvoir. Bien que ces théories soient raisonnables, il n'est pas facile d'imaginer Erdogan accepter une telle dégradation politique. Sommes-nous vraiment en train d'assister à la dernière danse de Recep Tayyip Erdogan? Si c'est le cas, s'agira-t-il d'une danse de la victoire ou de la défaite? Nous le saurons bien assez tôt, mais le véritable test de l'ancien ou du nouveau dirigeant aura lieu dans les mois et les années à venir, et nous serons là pour l'observer.